Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Serge Dideley, Le passant. Alors au soir de lassitude. Tout en peuplant sa solitude. Des fantômes du souvenir. Au pleurent les lèvres absentes. De toutes ces belles passantes. Que l'on n'a pas su retenir. Georges Brassens, Les passants. Deuxième ouvrage de Serge Dideley. Et pour la seconde fois il me fait la demande d'une préface, cet écrit généralement confié à un autre qui vient accueillir le lecteur avant de faire face au texte. C'est un prétexte, un pré au sens où Francis Ponge le célébra dans La fabrique du pré. Je suis allé au dictionnaire, nous confie Ponge. Entre prêt et pré, il se trouve à la racine de ce mot dans un contradictoire admirable qui signifie à la fois le passé, le présent et l'avenir. Le pré condense toutes les modalités du temps. C'est un peu comme l'inconscient freudien, qui contient ni temps ni contradiction. Et le travail d'écriture de Serge Dideley a aussi cette particularité. Elle défie le temps et se faufile entre des histoires et arguments qui parfois s'opposent, dévoilent leurs contrastes, produisent un alliage des contraires comme purent les explorer les présocratiques. Il ne s'agit pas d'une écriture monolithique, mais d'un cheminement, celui qui témoigne des pas laissés sur le sable par un passant et que petit à petit la marée recouvre. Bribes d'histoire dont l'historial, concept cher au cœur de Jean Houry, Geschichte disait Heidegger, se fait légende, legenda en latin, ce qu'il convient de lire, morceau de bravoure où l'auteur comme tout sujet divisé court derrière son nombre morcelé pour tenter d'en rassembler les éléments épars, intervention de formation, éclat de pratique analytique en supervision auprès d'équipes de travailleurs sociaux. L'ensemble forme une tapisserie baroque, un assemblage digne du facteur cheval, dans la lignée des cadavres exquis des surréalistes ou des dérives des situationnistes. Et pourtant tel un patchwork, l'ensemble n'a rien de décousu. L'auteur tient la main courante de ce qu'il faut bien nommer, son destin. Joé Bousquet n'affirmait-il pas que nous sommes nés pour l'épouser? Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et dont nous faisons, car c'est nous qui le tressons comme tel, notre destin. Nous en faisons notre destin, parce que nous parlons. Nous croyons que nous disons ce que nous voulons, mais c'est ce qu'ont voulu les autres, plus particulièrement notre famille, qui nous parle. Entendez là ce nous comme un complément direct. Nous sommes parlés, et à cause de ça nous faisons des hasards qui nous poussent quelque chose de tramé, nous appelons ça notre destin. En effet, comment rendre compte du travail de psychanalyste sans en passer par ces mi-cassures, ces captures aléatoires des poissons volants du réel. Un réel au fin museau de loup, que la clinique apprivoise. L'analyste produit sans cesse cet étayage du réel. Comme un mineur de fond étaye les galeries qu'il creuse à même la roche. Mais souvenons-nous de l'assertion de Jacques Lacan, le réel c'est l'impossible. Serge Dideley, l'impossible, il se le coltine en permanence. Dans sa propre histoire tout d'abord. Pleine de bruit et de fureur, frappée par la misère de l'après-guerre, confinée tout un temps dans une forme de retrait, féroce mélancholia, aux franges de la psychose où le menacent des voix venues d'ailleurs, puis agitée de débordements dignes d'un Arthur Rimbaud et de son dérèglement systématique de tous les sens, s'adonnant au décrochage scolaire, la truanderie et la castagne. Ensuite dans ses investissements professionnels, éducateur de base, directeur d'établissement, superviseur, psychanalyste. Mais bien avant de s'engager dans la voie du social, il tâte des métiers des montagnards, pisteurs entre autres, tout en essayant de se préserver d'une agoraphobie qui lui empoisonne la vie. Ça n'a rien d'un hasard que de s'embarquer dans l'éducation des plus jeunes, plus démunis, cabossés de la vie et autres mal foutus. Chacun répare comme il peut ce qu'il peut. Serge Dideley répare en s'opposant sur un mode de rébellion d'une belle facture. Son engagement est lié aux politiques. Il prend fait et cause pour les plus fragiles, ceux que la machine capitaliste broie en ses mâchoires d'acier. Ainsi célébretait-il dans un chapitre ci-dessous, les petites mains du travail social. Il défend en psychiatrie l'humanisme qui présida à l'invention de la psychothérapie institutionnelle, sous l'égide de François Tosquel et Jean Houry, mettant en exergue l'institution comme soignante, à la condition d'y développer un espace vraiment démocratique. L'impossible, Freud en fit la pierre de touche dont il marqua l'exercice de ces métiers de la relation humaine que sont la politique, l'éducation et le soin. Ces métiers, souligne Freud en 1937, sont frappés du sceau de l'impossible au sens où on peut y être sûr d'un résultat insuffisant.
Cette remarque de Freud devrait sérieusement calmer les velléités évaluatrices des décideurs et financeurs du travail social et médico-social auxquels Serge Dideley, dans les différentes facettes de ses métiers, est en but. Ceci n'est pas l'autobiographie d'un quidam, fût-elle raisonnée et non raisonnable. Précise-t-il. En effet. Comme le titre l'indique, le projet d'écriture consiste à baliser des passes et des passages. Serge Dideley se fait ici passant. Il se saisit de là où il a été parlé, voulu, commandé, convoqué, trafiqué, ballotté, immergé, enfoui, tassé, bref parlé, par l'autre dans ses impératifs génétiques, familiaux, sociaux, historiques. Il s'en saisit et s'en dégage. Il fait de ce magma qui le constitua dans sa propre histoire, le terreau de sa parole propre. C'est ce qu'on peut attendre de mieux du travail de l'analyse. Freud mettait en perspective à l'horizon de la cure, travailler et aimer. J'ajouterais pour ma part, jouir des petits bonheurs de la vie et surtout parler en son nom propre. Il s'agit bien au sens où Lacan en dégagea l'esprit, d'un moment de passe qui porte témoignage de la fin d'une analyse. Un passant, patient qui estime avoir terminé son analyse, faire part de ce qu'il a découvert dans le passage du divan au fauteuil et en construit la logique dans l'après-coup. Le passant témoigne d'un savoir élaboré, à même son corps, nous dit Freud, dans la confrontation à son propre inconscient. Peu ou prou il en sait quelque chose des méandres obscurs où dérive son désir. Il en a éprouvé la vanité, et s'est laissé mener jusqu'à un point ultime de destitution subjective. C'est de cette découverte que s'enracine son désir d'analyste, qu'il le met à l'épreuve comme analyste en cabinet ou dans les extensions qu'explore le travail analytique, notamment dans le champ social, par exemple en formation ou dans les supervisions d'équipe. Ce dispositif génial de passe inventé par Lacan 1967, dont les modalités, de mon point de vue, doivent rester ouvertes à l'invention, n'a rien à voir avec les dérives qu'on lui a fait subir et qui l'ont transformé en jury d'examen de bonne conduite, où il s'agit de montrer patte blanche et soumission volontaire à une école ou une association quelconque. Fondamentalement, Serge Dideley demeure insoumis. Il ne se plie ni à la doxa du discours courant dont s'abrutissent maint analyste, répétant jusqu'à plus soif les mêmes mantras, ni au fétichisme du cadre où s'enferment les dévots d'une cause qui n'offre plus rien d'analytique, mais se confond avec des rituels religieux. La psychanalyse est une école de liberté, mais de cette atroce liberté, comme l'a célébré le poète René Crevel, la plupart de nos contemporains n'en veulent pas. Ils veulent s'aliéner à un maître à penser ou à danser, s'enchaîner à des mots d'ordre. Alors que l'analyse, lorsqu'elle est menée à son terme, conduit à cette capacité d'être seul du sujet. Mais ajoute Winnicott, seul parmi les autres. Voilà, il me semble, en quoi cet ouvrage constitue dans son étoffe, ses agencements, ses éclairs et ses obscurités, un moment de passe, où le passant se fait passe-muraille et traverse les miroirs des identifications, dont les couches successives l'habillaient mais aussi l'engonçaient. La charge scopique du regard d'autrui, son jugement imaginaire, sa persécution, son intrusion est tombée. L'auteur s'avance à fleur de pulsion là où la sublime action qu'impose l'écriture trouve son chemin de façon socialement acceptable. Mais se libérer du connu et s'alléger du poids de sa propre histoire dans le secret de la cure, ne suffit pas. Il faut, pour que le tableau reste ouvert, qu'il débouche sur une position politique, où aliénation mentale et aliénation sociale trouvent leur point de résolution. La libération du sujet dans la cure poursuit son prolongement dans le travail d'émancipation du citoyen. Faute de quoi la psychanalyse se cantonnerait à une thérapie de confort bourgeois, et prendrait place sur les rayons du marché au même titre que n'importe quel autre gadget, matériel ou idéologique. En cela, le point d'appui que trouve Serge Dideley chez Louis Althusser s'avère solide. Comme le soulignait François Tosquel, il faut marcher sur deux pieds, Marx et Freud. La psychanalyse se fait passe-muraille et passager clandestin d'un navire capitaliste en perdition. Tout au long de ce récit, quelque chose m'a marqué. La constance chez Serge Dideley à savoir se saisir de ce que les stratèges chinois nommaient le potentiel de situation que développe Sun Tzu dans son art de la guerre. La pensée occidentale met en avant le grand homme solitaire qui à force d'audace et d'un peu de chance réussit, alors que l'approche orientale préfère l'exemple de l'humble paysan qui travaille la terre autour de l'arbre pour mieux irriguer ses racines, s'appuyant par ses gestes quotidiens renouvelés sur le potentiel de production. Les Grecs anciens désignaient cette capacité sous le terme de kairos, la bonne occasion.
Le kairos, c'est le moment opportun. C'est aussi le moment où ça suffit. C'est de l'ordre de ce moment que Lacan appelait dans le temps logique, le moment de conclure, juste là quand il faut, c'est-à-dire le moment où quelque chose va se boucler. Souligne Jean Houry. Et Jean-Pierre Vernant de préciser: le temps de l'opération technique n'est pas une réalité stable, unifiée, homogène sur quoi la connaissance aurait prise, c'est un temps agi. Le temps de l'opportunité à saisir, du kairos, ce point où l'action humaine vient rencontrer un processus naturel qui se développe au rythme de sa durée propre. L'artisan, pour intervenir avec son outil, doit apprécier et attendre le moment où la situation est mûre, savoir se soumettre entièrement à l'occasion. Jamais il ne doit quitter sa tâche, dit Platon, sous peine de laisser passer le kairos et de voir l'œuvre gâchée. On pourrait penser naïvement à la lecture de l'ouvrage qui suit, que Serge se laisse balloter par les événements, tel le bouchon du pêcheur. Il n'en est rien. Le travail d'écriture dans l'après-coup, moment de conclure, moment de reprise d'une vie foisonnante, en fait apparaître les reliefs et les contours. Une structure sous-jacente se dégage. Le sujet est là bien vivant dans ses choix les plus inconscients, mais lesté d'invariants qui signent par-delà les déterminants de son historial, processus civilisateur qui n'allait pas de soi au départ, un style, cette petite musique comme l'a nommé Céline. Joseph Roussel, Castelnau-le-Lay, zone de confinement du virus couronné, le 8 avril 2020. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. René Char. Je vais vous raconter une histoire, celle de l'enfance d'un chef non-chef, esquisse d'une autobiographie partielle, raisonnée et non raisonnable. Je suis né au milieu du siècle dernier, en 1954, dans une banlieue qui ressemblait alors à la campagne. À cette époque, la France était encore rurale et les souvenirs que j'en ai sont en noir et blanc. Pensez donc. Il y avait encore de magnifiques locomotives à vapeur. Dans la petite ville où je suis né, à 15 km de la capitale, il y avait des fermes et des vaches, des friches à perte de vue, des arbres fruitiers, des forêts et des étangs pour se baigner l'été. Lors de ce beau printemps 68, j'avais 14 ans, trop jeune pour les barricades, et mes copains et moi disions alors que nous allions à Deauville. Deauville était un petit étang d'eau claire, entouré de forêts. 1954. Une France encore verte, peuplée d'ouvriers et de paysans, c'est aussi un pays en reconstruction qui pense les plaies occasionnées par la guerre. 1954 fut l'année de l'appel de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis. Nous habitions, mes parents et moi, au fond d'un verger, dans une cabane de 9 mètres carrés, sans eau courante. Mon père partait travailler 12 heures par jour, nous ne manquions pas d'argent, mais il n'y avait pas encore de logements sociaux, et cela dans le contexte de la grande explosion démographique de l'après-guerre. Mes parents, jeunes couples avec un bébé, n'avaient trouvé aucun logement correct, et ils durent se contenter de louer cette cabane dont le lit, une fois déplié, occupait l'essentiel de la pièce unique, avec le poêle à charbon, un évier, une petite table et une armoire minuscule. Il fallait cultiver un esprit fleur bleue, avoir foi en la vie pour supporter toutes ces contingences. Je suis né d'une étreinte sous contrôle de la méthode du docteur Ogino. Et comme beaucoup de ma génération, je suis arrivé un peu trop tôt, ce n'était pas prévu. 2 ans plus tard, mes parents obtiendront un logement décent en 1956. C'était un studio tout neuf, et les premiers jours ma mère s'extasiait de l'eau qui coulait du robinet. Paradoxe sociétal de cette période dite des 30 glorieuses. Les prolétaires connaissent le plein emploi. Ainsi, en 1954, seules 331 500 personnes sont sans travail, soit 1,7% de la population active, mais il y a une telle pénurie de logements qu'un grand nombre d'entre eux, vivant dans la rue, ne peut même pas reproduire la force de travail nécessaire à leur autoreproduction. En cet hiver 1954, la région parisienne grelotte par -20 degrés. La Seine gelée charrie des glaçons. Des millions de logements font défaut, alors que le pays doit faire face aux destructions de la guerre et à un fort exode rural. Des familles entières ont gagné les villes, créant des îlots de pauvreté. Ainsi, les bidonvilles se développent à la périphérie des grandes villes. Les mesures gouvernementales se font cruellement attendre. C'est aussi le début de la guerre d'Algérie, cette révolution anticolonialiste. Elle réactivera un racisme anti-maghrébin, mais heureusement peu suivi par la population française. Mais quand même circulent des épithètes stigmatisantes dans le langage courant. Les bougnoules, les ratons,
les crouilles sont désignées comme les boucs émissaires de ceux qui ne réfléchissent pas trop et qui sont légion. Le racisme ne va pas de soi, mais il existe partout à l'échelle planétaire et consubstantiel à l'homme. Haine de l'altérité et dont le moteur est la peur, dans un imaginaire à l'état brut. L'éducation est l'antidote au racisme, à tous les artefacts de l'infinie connerie humaine. Elle est la pierre angulaire de toute civilisation. A contrario, parmi les intellectuels français, il y a ceux qui portent les valises du FLN clandestin. De tout temps, il y a des hommes qui résistent, à contre-courant des idées dominantes, et qui luttent contre l'oppression. C'est ce qui fait que tout n'est pas si désespérant. Aider les résistants algériens face à l'oppression capitaliste colonialiste, c'était de l'ordre d'une protestation éthique, face à une France perpétuant les mêmes méthodes que ceux qui l'avaient opprimée pendant l'occupation nazie. En 1954, la question du logement est cruciale. Outre la recrudescence de la natalité, il faut aussi loger la main-d'œuvre nécessaire à la reconstruction de la France, qui est pour l'essentiel immigrée, d'origine maghrébine. Des milliers de personnes sont parquées dans des ghettos à la périphérie des grandes métropoles. Tel est le bidonville de Nanterre, au lieu dit La Folie, qui regroupait 14 000 personnes vivant dans des conditions d'hygiène déplorables. Rats et cafards colonisaient les lieux, potentiels compagnons de jeu des enfants. Les clochards, comme la presse appelle les SDF de l'époque, dorment sur les grilles d'aération du métro ou se réfugient sous les ponts, abrités dans des cartons. Lors de cet hiver 1954, un enfant de 3 mois mourra de froid dans les bras de sa mère à Neuilly-Plaisance. Suite à l'appel de l'abbé Pierre sur les ondes, l'Assemblée nationale votera pour le déblocage d'1 milliard de francs anciens pour la construction de logements d'urgence. 64 ans plus tard, il y a 3 millions de chômeurs, soit presque 10% de la population active. En outre, un Français sur 7 vit sous le seuil de pauvreté et 145 000 personnes survivent dans la rue en cet hiver 2019. Cependant, peu s'indignent que certains grands patrons du CAC 40 perçoivent comme salaire l'équivalent de 200 SMIC par mois. Il y a un fossé infranchissable entre riches et pauvres, les inégalités sont devenues démesurées et indécentes, la civilisation n'a pas de quoi pavoiser, fondamentalement inique et injuste, elle entretient la pulsion de meurtre et la violence, et ce n'est pas le roitelet Macron qui y changera quelque chose. Il est à sa juste place et formaté pour une fonction, être le garant de la jouissance sans limite des riches. Ainsi, et sans vouloir la justifier, la délinquance serait un artefact, la réponse brute et réelle des dominés à la violence symbolique des dominants. Il y a des lieux qui vivent dans l'utopie. L'Islande, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan, Madère, la Norvège, le Danemark ne connaissent pas ou alors infimement de délinquance, car chacun a sa place au soleil, à l'instar de tous les autres. Voilà pour le contexte de départ, là où l'autre sociétal m'attendait déjà, avant même ma naissance. Nomination symbolique, nom et prénom, fils de et de. Premier déterminant et identité héritée. Croisement biologique de 2 lignées culturelles. L'une est piémontaise montagnarde, l'autre est issue de la Picardie, antichambre du pays des Ch'tis. Les deux sont d'origine modeste. Étant par conséquent d'une lignée prolétaire, je n'aurai pas à rougir de mes origines, et ce déterminisme facilite la formation d'une conscience de classe. Je n'ai pas le désir, pour l'heure, de raconter dans le détail ces 65 années d'itinérance. Voilà qui soulagera le lecteur qui ne saurait que faire de l'autobiographie d'un quidam. Je me contenterai de survoler quelques éléments signifiants de mon histoire de vie, points de convergence où se nouent idéologie, inconscient et conditions réelles d'existence. Quelques marqueurs, tels des balises participant à une construction de sens, à partir d'événements temporels et de ressentis subjectifs. L'histoire de vie est autopoïétique et renvoie à la dimension symbolique du sujet humain. Il a besoin d'inscription. Pour l'heure, je n'écrirai que sur l'historial. Ce qui pour moi est dans mon histoire s'est inscrit, c'est-à-dire ce qui a compté. Je n'ai pas grand-chose à dire sur mon enfance. D'après la légende familiale, j'étais un enfant joyeux, curieux de tout. Pourquoi ne pas croire en cette fiction ? Des photos témoignent de cette joie de vivre. J'étais de plus un enfant roi, seul gosse de la famille. J'ai connu des Noëls somptueux, au centre malgré moi des regards convergents des autres. Comme la plupart des enfants, j'ai vécu banalement dans une triade pythago-oedipienne, relation fusionnelle à ma mère, à la fois toute et aimante, père absent par le travail mais père quand même, au-delà du père biologique, un père réel. Je le découvrais en vacances,
Nous partions en vacances tous les étés, j'ai de très bons souvenirs de ces vacances. Enfant, je l'aimais bien, même s'il faisait à son insu tiers séparateur dans la diade mère-enfant. Il faisait père, sans l'avoir appris et souvent avec maladresse, ne pouvant reproduire que ses propres limitations déterminées. Qui lui en voudra ? La diade mère-enfant demeurait très forte, très jeune. Je fus pris dans la nasse du désir de la mère, au détriment d'une transmission phallique, ce qui me fait dire que j'ai vécu subjectivement dans un nom du père dysfonctionnel. D'où mes difficultés existentielles. Décrochage du symbolique, bien plus tard, et son conflit de rôle vécu pendant une décennie, lorsque j'acceptais d'être le responsable de diverses structures. Ainsi j'ai vécu dans une ambivalence inconfortable vis-à-vis de L'. Autorité laquelle relève du registre symbolique. J'ai toujours éprouvé une vraie détestation du pouvoir qui s'origine de l'imaginaire. Alors, pendant ces 10 ans à des postes de responsabilité, j'ai essayé d'être un chef non-chef, une posture qui n'est pas sans évoquer le grand écart, un leurre, un impossible inconfort. J'y reviendrai. J'ai mis longtemps à comprendre cela. Il m'a fallu en passer par la moulinette de la déconstruction psychanalytique, un travail d'une décennie avec mon ami disparu, le psychanalyste Pierre Atterman. 1960. J'entre à l'école de garçons Jules Ferry, établissement scolaire érigé entre les deux guerres, lieu triste et vieillot, voire vraiment inquiétant pour l'imaginaire d'un gosse de 6 ans, et j'en ai encore des souvenirs très précis. Vieux bâtiment en briques qui me faisait peur, une grande cour bétonnée et sans arbres, des lieux d'aisance nauséabonds avec des portes qui ne ferment pas. C'était encore l'époque des plumes sergent-major, des encriers, des pupitres en bois, du grand tableau noir et ses craies multicolores. Tout le monde porte une blouse, même les maîtres d'école qui sont vêtus d'une blouse bleue, à l'exception du directeur, personnage distant et craint qui est en costume 3 pièces. Vieux, raide et sévère, il ne sourit jamais, il incarne une sorte de grand autre interdicteur. Quand il interpelle un enfant en transgression, il énonce une sempiternelle question inquiétante, à fort impact symbolique. « Rappelle-moi ton nom ?» En ce début des 60s, et au-delà de la nécessaire transmission de la culture, l'école communale se caractérisait par l'apprentissage de rituels d'obéissance s'apparentant au dressage, où il fallait souvent se mettre en rang, ça préfigurait le service militaire obligatoire. La fin de la récréation était annoncée par 2 coups de sifflet stridents. Le premier signifiant la cessation immédiate de tout mouvement. L'enfant devait rester figé dans son geste et certains en jouaient, se statufiant dans des gestuels spectaculaires. Puis, quelques secondes plus tard, un deuxième coup de sifflet nous libérait de cet arrêt sur image, nous intimant l'ordre de nous mettre en rang devant notre classe. Je ne sais pas si c'était du dressage, mais ça y ressemblait bien. Je me souviens de l'instituteur des fins d'études, c'était un gros homme ventru, moustachu et chauve. Il nous faisait peur, il ne souriait jamais, et nous le redoutions. Il ne parlait pas, il aboyait, faisant des mômes de sa classe des accusés perpétuels qui devaient rendre compte de leurs insuffisances congénitales. C'était un homme en colère. Il portait une blouse bleue, le sifflet en sautoir. Il avait la main leste avec ses élèves. Les baffes étaient quotidiennes et banalisées. Avec les enfants, c'était la guerre. À cette époque, les enseignants avaient encore du prestige dans les représentations sociales. Aucun parent de l'époque n'aurait eu l'idée de demander des comptes à cet instituteur, celui qui, au forçage, instituait. Les mômes de cette classe étaient des grands, nous n'avions pas de contact avec eux. Il y avait une hiérarchie implicite où les grands méprisaient et dominaient les plus petits, mais par solidarité nous les plaignions. Âgés entre 11 et 14 ans, ils bénéficiaient sans l'avoir demandé d'une préparation militaire minimale, dispensée par le chauve ventripotent qui avait dû être instituteur à la Légion. Repos fixe. Rompez les rangs. Je ne veux voir qu'une tête. À droite, droite. À gauche, gauche. 1-2. 1-2. Et de marcher ainsi au pas jusqu'au stade municipal voisin. Les pauvres gamins. Ce qui me fit affirmer très tôt à mes parents. Je n'irai jamais en fin d'études. J'ai pris cette affirmation à la lettre, ayant passé ma vie à apprendre, et je n'en ai pas encore fini avec cette épistémophilie, à 65 ans. Ça marche au désir pour vivre, et résister à l'entropie il faut désirer. Être le désirant, pas le désirable, rajouterait le docteur Houry. J'avais beau n'avoir que 6 ans, je me souviens que je trouvais ce climat scolaire consternant, et que décidément il y avait dans ce monde des choses détestables, que je devrais à tout prix éviter à l'avenir,
Et ce fut une des règles de conduite de ma vie. Éviter et refuser l'insupportable. Et j'en suis toujours là. Les gens comme moi ne se corrigent pas, mais peut-être se bonifient-ils comme un vieil alcool. La vie est un long apprentissage qui peu à peu modifie le sujet et fait trace, et de sa singularité, le rendant unique. Gestation permanente, tuer le vieil homme en soi, naître et renaître sans cesse, emprunter des passes comme un chalutier du désir. Déjeuner à la cantine scolaire était mon lot quotidien. Comme pour beaucoup d'enfants, mes parents travaillaient tous les deux, alors j'étais demi-pensionnaire. Je n'aimais pas l'odeur de cette salle, ça ne mettait pas en appétit. Il y avait comme un fumet permanent imprégnant les murs gris faits d'un mélange de graillons rances et d'eau de vaisselle. Nous déjeunions dans une grande salle haute de plafond, dont les murs étaient décorés de fresques historiques, certaines représentaient des temps antédiluviens. Il y avait des volcans en éruption, des mammouths, des dinosaures et des hommes préhistoriques qui chassaient. Ces fresques étaient insolites. Elles me plongeaient dans les rêveries imaginaires d'un voyage dans le passé, échappatoire au réel quotidien. L'ambiance des lieux était mortifère, par le rêve éveillé, je savais m'en échapper, première fugue psychique. Nous déjeunions sur de grandes tablées de 10. Il y avait un chef de table, souvent un grand de CM2, et nous avions une place attitrée, arbitrairement, pour l'année. De ce fait, nous ne pouvions déjeuner par affinité. Nous étions assis sur des bancs. Sur une estrade en surplomb, le regard panoptique du grand autre. 2 ou 3 surveillants en étaient l'incarnation, ils déjeunaient tout en nous ayant à l'œil et de distribuer à tout va des punitions. Du bois sans ligne. Durand au coin privé de dessert. Dupont. 10 tours de la cour au pas de course, je vais te calmer moi. Humiliation et contrainte des corps, les enfants sont coupables d'exister, péché originel en filigrane. Ressenti subjectif de chaque enfant, les adultes ne nous aiment pas, il vaut mieux les éviter. Cet autre adulte et énigmatique traquait les pulsions, et ses représentants incarnés semblaient en guerre avec les mômes. Pour la castration nous avions ce qu'il fallait, merci. Le désir des mômes ? Du hors-sujet. Vous n'avez qu'un seul droit, celui de vous taire, nous énonçaient certains maîtres, satisfaits de cette formulation lapidaire, contents et repus d'eux-mêmes, jouissant de faire de nous un groupe dominé. Au coin, les mains sur la tête, il y avait souvent un puni qui restait ainsi en exposition publique pendant tout le repas. L'enfant était un condamné potentiel. L'enjeu quotidien était de passer au travers et de sortir le soir sans punition. Pour le monde, on a de la tendresse, chantera plus tard François Béranger dans Tranche de vie. L'ambiance scolaire, dans laquelle je baignais 8 heures par jour, cette représentation imaginaire du monde extérieur et de l'autre, était de ce fait inquiétante, et j'aurais préféré être à la maison à l'abri avec ma mère. Cependant, j'avais déjà d'excellentes facultés d'adaptation, et j'évitais les punitions par mon bon travail scolaire et je n'avais aucun problème d'apprentissage. J'étais alors normale, c'est-à-dire adaptée, mais j'avais déjà compris que la normalité poussée à l'extrême était mortifère, voire les normopathes de plus en plus nombreux et qui rendent la vie sociale impossible. J'ai quant à moi toujours eu une prédilection pour les anormaux, les cabossés de la vie. Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. De 6 à 10 ans et sans forçage, j'ai connu une scolarité primaire sous contrainte mais sereine avec de bons résultats. À 6 ans je lisais déjà des livres, et j'avais d'après les dires familiaux une bonne élocution. Détermination salutaire. Mes parents lisaient, ainsi que mes grands-parents, le milieu familial était incitateur. Ma fille est elle-même une bonne lectrice, comme quoi les théories de Bourdieu sur la reproduction des élites et la transmission du capital culturel s'appliquent même aux couches populaires. Il y a des héritiers, il y a de la transmission, de la reproduction et des habitus de classe. On ne reproduit que ce que l'on est, et c'est en rapport avec les déterminismes et les conditions réelles d'existence qui font la conscience. 1961. J'ai 7 ans, je m'intéresse au monde, et j'écoute souvent les informations à la radio, je questionne beaucoup ma mère quand je ne comprends pas. Je me souviens du 17 octobre de cette année-là, mes parents en parlaient. La Seine charriait des cadavres de travailleurs immigrés. Une manifestation pacifique d'Algériens avait été organisée dans Paris, afin de protester contre le couvre-feu imposé aux Français musulmans, et autres discriminations. Elle fut réprimée avec une extrême violence par la police française, sous les ordres du préfet Papon. Plus de 200 manifestants périrent. Il y eut plusieurs centaines de blessés et 400 disparus.
Certains d'entre eux préférèrent se jeter dans la Seine et se noyèrent, pour échapper à la répression. Beaucoup sont morts par balle ou sous les coups de matraque. 11 588 arrestations sont officiellement recensées, en une nuit 22. Comme l'écrivait Pierre Vidal-Naquet, sous les yeux de Papon, préfet de police, plusieurs dizaines d'Algériens avaient été massacrés dans l'enceinte de la préfecture. Quelques mois plus tard, le 8 février 1962, la police républicaine s'illustrera de nouveau à Charonne par la répression d'une manifestation pour la paix en Algérie. Il y eut 9 morts parmi les manifestants qui cette fois étaient des Français de souche. D'où une protestation unanime. 1965, à 11 ans je me retrouve au collège et au vu de mon bon dossier scolaire, j'intègre une 6e de la méritocratie républicaine, la 6e classique avec enseignement du latin et de l'allemand. Comme quoi dès cet âge, il y a des classes de l'élite censées déterminer le cours d'une vie. Avec moi, ce fut l'erreur de casting, de toute façon je n'en demandais pas tant, mais j'étais quand même fier d'être dans cette classe de bons élèves. Il y a des enfants de médecins, de pharmaciens, de chefs d'entreprise, d'enseignants. Constat de départ, précocité à chausser les lunettes sociologiques. Les meilleurs élèves sont issus des familles les plus riches, comme si les riches étaient plus intelligents que les pauvres. Je fais partie de la minorité qui habite en logement social, mais je n'en souffre pas, je ne manque de rien, et depuis 2 ans l'été nous partons 4 semaines en vacances à Ibiza, destination prestigieuse s'il en est, mais peu onéreuse à l'époque pour des salariés moyens. Nous ne sommes pas des pauvres. Il y a 2 salaires qui rentrent chaque mois, et mon père qui n'a pas peur des heures supplémentaires travaille presque tous les samedis. Depuis 1962 nous avons même une voiture, une Dauphine, signe relatif d'une réussite sociale, dans cette mythologie consumériste des 30 glorieuses et du capitalisme intégrateur et participatif. Mais il y a d'autres marqueurs de classe. Certains avaient déjà le téléphone à domicile, ce qui n'allait pas de soi en 1965. D'autres habitent de grosses villas avec des jardins immenses, certains vont déjà faire du ski, jouent au tennis, ou possèdent une résidence secondaire en bord de mer. Accompagnés du dédain des nantis, ils font bien sentir la supériorité de ces avoirs sur l'être, dans ce monde très matérialiste et pragmatique, dans ce désir de consommation de l'après-guerre. Alors, je me conscientise précocement sur la réalité d'une société divisée en classes sociales antagonistes. Sur ce qu'il est légitime. 68 se profile à l'horizon, et m'attend en embuscade. Je suis prêt, et cette conscience de classe ne me quittera jamais. J'ai toujours détesté les nantis, non pas par convoitise, je ne les enviais pas, mais j'ai depuis toujours haï l'arrogance que confère l'argent facile et qui va de pair avec le pouvoir. Tant qu'il y aura des riches, il y aura des pauvres pour leur en vouloir, à eux, à leur bonheur et à leur pouvoir. Mais cette période de latence sera marquée par une rupture existentielle, qui déterminera le reste de ma scolarité, voire le reste de ma vie. Il s'agit de l'irruption contingente de ma dimension subjective. Effet déréalisant du réel. Je vais ressentir comme un effondrement global de l'être, mais je comprendrai ça 4 décennies plus tard, au cours de mes années de cure analytique. Maintenant, il me semble que j'ai vécu une rupture avec le symbolique qui aurait pu m'être fatale. En cette année 1965, l'air de rien je décroche, je suis dans un repli autistique, avec l'impression d'être ailleurs. Je vis dans une étrangeté qui souvent est anxiogène, d'autant plus que je n'en parle pas, car je crois que je ne peux en parler à personne ne voulant pas inquiéter mes proches, mais pourtant et de plus en plus souvent je parle tout seul, avec un autre, invisible. J'ai 11 ans et je vis dans une solitude absolue. J'ai pourtant des parents, une famille, des copains d'école, je suis seul. J'invente des situations fictionnelles, je fais les questions et les réponses. En outre, de nombreuses choses qui pourraient être anodines me font signe, et alimentent des convictions délirantes. De plus, je me sens souvent persécutée. Et ça durera jusqu'à l'apogée hallucinatoire de mes 20 ans. Mais j'eus quand même des périodes de rémission. Alors je me désinscris, je me déconnecte de la boutique de l'autre et je ne m'en rends même pas compte. Cheval fou, le ça veut advenir, au détriment d'un moi de bon névrosé de base que j'aurais pu me contenter d'être, mais je n'ai pas choisi. N'est pas fou qui veut, je ne veux rien mais je suis agi, je ne suis pas maître en la demeure. Je vis comme un décrochage du lien à l'autre, pouvant se désigner comme une précarité du symbolique et une démesure de l'imaginaire. Dans un tel état, l'enfant que je suis est en flirt avec la folie et le signifiant folie,
dit bien la vérité d'une psychose en gestation. Au collège, je n'écoute pas, pris dans mes fantasmagories, je fais semblant de travailler, je suis des ailleurs. Je lis Edgar Poe, Jean Ray, Bram Stoker, H.P. Lovecraft. Je rêve éveillé. Mais qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que la réalité? Très vite, mes bulletins trimestriels furent les indicateurs d'un grand malaise tant scolaire que personnel, bien que pour ce dernier registre, je parvins à sauver les apparences de la normalité. J'ai l'air d'un gamin calme, posé, attentif, voire studieux. Ma mère est affolée, n'y comprend rien et parfois culpabilise. Qu'a-t-elle loupé? Mon père est énigmatiquement muet, ou alors il est pris dans le vecteur paroxysmique et dès que ça le dépasse, il émet des reproches et autres prévisions culpabilisants. Le mode d'existence de mon père fut le reproche adressé à l'autre. Ce n'est pas sa faute, ça vient peut-être de carences affectives, s'originant à la petite enfance, ayant été séparé de ses parents à l'âge de 2 ans et placé dans une famille d'accueil. Cela ne le dédouane pas pour autant, le sujet demeure responsable de sa psyché. Alors je passe des tests psychotechniques avec un psychologue scolaire, je fais même un test de QI, je vais voir un pédiatre, et bien sûr je n'ai aucun problème cognitif, le problème est ailleurs. Si j'avais su, je serais allé voir Françoise Dolto à l'hôpital Trousseau. De plus, je fais semblant d'étudier, je suis le plus souvent dans le semblant et la dissimulation fictionnelle. Mais pas que, il y a le pire. Je me souviens d'une terrible sensation d'étrangeté qui parfois s'emparait de moi, dans des lieux où j'étais seul. J'entendais mes pensées comme en écho. J'étais alors pris par une ambiance déréalisante, où tout me semblait étrange, étranger. Je n'y pouvais rien, je me sentais sous l'emprise de forces extérieures, mon rapport au monde devenait de plus en plus caduc et mes oreilles bourdonnaient. Préfiguration des voix qui m'envahiront en 1974 pendant plusieurs mois. Je me sentais décentré, comme observateur de moi-même, comme quoi je est un autre, Rimbaud 1871. C'est cette chisse que j'expérimentais à mon insu que le moi n'était pas le jeu. Mais à quel prix? Beaucoup plus tard, j'avais 20 ans, et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et dans la phase d'endormissement, j'entendrai des voix m'invectivant, me menaçant. Je parlerai plus loin de ces hallucinations hypnagogiques. Elles étaient terrifiantes, et je redoutais le moment de m'endormir. Pour moi, c'est un effondrement de l'âme, une rupture existentielle, ce n'est plus comme avant, une impression de possession avec les dialogues assourdissants d'une pensée déraillée, ce trop-plein d'un réel fantasmagorique au détriment d'une réalité normale. Le réel, c'est l'impossible de ces irruptions imprévisibles, visitation nocturne des recoins de ma déperdition de l'âme. Collapsus de la transcendance, dirait François Tosquel. Rompant les digues moïques, c'est l'irruption du ça, cette mer par gros temps qui se gausse du frêle esquive des lois, des règles, du bien et du mal, et de la réalité. Le ça envahit le sujet et réclame son dû, la satisfaction immédiate des pulsions, la jouissance sans limite, sans temps mort et sans entrave. Le ça nous origine, c'est un continent archaïque. Le ça est en chacun d'entre nous, ça nous anime et nous bouffe, ça nous agit, ça fait faire, ça défait, ça se reproduit, ça se répète dans une réitération morbide. Le ça est un puissant et démoniaque désorganisateur, c'est l'inconscient fait acte, l'émergence du chaos, l'atopique déniant toute place et toute organisation, raz-de-marée psychique qui envahit le rêveur. Il est l'innommable, l'indicible, l'informe, l'archaïque, l'ineffable. Dans son flux destructeur permettant le passage à l'acte, l'acting out et autres transgressions sociétales, il est voué aux urgences psychiatriques, au suicide ou à la prison. Si le fou n'est pas dans la réalité, il est la proie d'un trop-plein de réel. Le fou. C'est ainsi que je me définis le plus souvent, aux grandes dames de ceux qui me côtoient. Ainsi, à 15 ans, m'étais-je présenté à un médecin généraliste. Je souffre d'une terrible maladie de l'esprit. En outre, depuis la rentrée des classes, j'ai un faux cahier de maths que je tiens à jour quotidiennement, le remplissant d'équations que je recopie d'un traité de mathématiques supérieures, le Smirnov, trouvé je ne sais où. Je passe beaucoup de temps le soir, à remplir ce cahier fictif de hiéroglyphes mathématiques auxquels je ne comprends rien, mais ils me font imaginairement signe. Un jour je trouverai la clé du monde, et je comprendrai tout. Je passe beaucoup plus de temps à m'occuper de ce semblant que ne me l'aurait demandé un travail scolaire normal du niveau de la 6e. Mais le programme de la 6e m'importe peu.
je rejette le scolaire comme un carcan et un formatage, alors qu'à l'école primaire je composais avec, et j'en retirais le meilleur, y compris des bonnes notes, ces façons de sucre d'orge qui légitiment les différences et les inégalités. Personne de mon entourage ne s'apercevra de la supercherie de ce faux cahier, comme quoi tant à la maison qu'au collège, je ne devais pas être très accompagnée au niveau scolaire. Je n'ai de bons résultats qu'en français et en histoire, et cela sans travailler au sens strict. Il me suffit de lire, c'est tout. Et lire rime pour moi avec plaisir, à l'inverse de la plupart des gamins de mon âge qui découvraient et étaient déjà captifs du divertissement télévisuel. Mais nous étions alors loin de la télé-poubelle que nous connaissons maintenant. C'est dans ces années 60 qu'a commencé la dictature de l'image, annonçant l'iconophilie aliénante du troisième millénaire. Mes parents ont acheté la télévision tardivement, pendant les grèves de mai-juin 68. Auparavant, j'allais regarder Zorro chez ma grand-mère et Belphégor chez le voisin d'en face. À la maison, nous écoutions surtout la radio. Pour le reste, mon quotidien est plein d'embûches. J'ai des problèmes de cohabitation avec mes pères que je côtoie depuis l'école maternelle. Ces témoins réjouis de ma déchéance scolaire. Ils se moquent de moi, m'ayant connu bon élève, je suis devenu un cancre officiel en 3 mois, et les étiquettes ont la vie dure, c'est ainsi que l'autre vous enferme, vous réduit, vous réifie, vous sérialise, dans cette représentation imaginaire. L'humain est le plus souvent impitoyable, et il y a de quoi, et sans honte aucune ni mauvaise conscience, préférer la compagnie des chats ou des chiens. Quelle jouissance de frapper celui qui est à terre, ou de tirer sur l'ambulance. J'aime dire que le loup est un homme pour le loup, même si ce détournement est rarement compris. Quant aux persécuteurs, ils s'imaginent peut-être que mes défaillances leur donnent des droits pour m'enfoncer encore plus? Je me sens menacé, ostracisé, méprisé, mis au banc par ce ils. J'ai l'impression que l'on parle sans cesse de moi, alors je me replie dans mes lectures. Problématique vécue du schizoïde. Rejeté, il réagit en rejetant le monde, se replie sur lui, se retire le plus possible de la réalité, en se créant un cadre qui le sécurise, un monde à sa mesure. Alors il faut bien vivre, et je m'invente une réalité autre, fictionnelle, une construction pour l'assomption du côté obscur de ma position subjective, ça me permet de rester dans le monde. Paranoïdie et chimère. En outre, pour soulager ma frustration et me venger, je faisais souvent le coup de poing avec mes persécuteurs présumés, et bien souvent à mon avantage, car je ne suis pas manchot, au point que mon prof principal de l'époque m'appelle le bourreau de Béthune, catcheur célèbre des 60s. Et le pire est ma fierté à peine refoulée de cette nomination. Elle inspire le respect, la crainte, et pendant ce temps-là on me fout la paix. Faire le méchant est un confort. J'ai connu des périodes où chaque jour je réglais des comptes, source de nombreux zéros de conduite, voire de convocation devant le conseil de discipline, ce tribunal pour enfants, que j'ai vécu à plusieurs reprises dans une relative indifférence. Ils, eux, l'autre, seront les figures archétypiques d'une persécution à la fois vécue et fantasmée. Mais nous savons que si le fantasme bouche l'accès à la réalité, c'est souvent par lui que nous pouvons rencontrer la vérité d'un sujet. D'où l'intérêt de se raconter dans le cadre analytique, voire de tremper sa plume dans la bile noire de l'inconscient. Il y a pourtant de bonnes choses, et je les trouve dans les livres. Ma vie fut déterminée par et dans les livres, depuis le début. À 11 ans, j'avais lu en un mois l'intégralité des Misérables, roman fleuve d'Hugo qui fait bien dans les 1500 pages. Je m'identifiais à l'héroïsme social d'un Jean Valjean qui meurt dans une déréliction absolue, abandonné par l'autre, de même qu'au marin Gilliat en proie au désespoir amoureux. Identification à l'exilé, au rejeté, au solitaire. À 12 ans, je me sentais comme tout cela à la fois, annonçant un goût pour les marges. Je me préparais un avenir radieux. N'empêche, du bon élève que j'étais en primaire, je me retrouve dans les derniers du collège. L'enfant roi familial est détrôné, la blessure narcissique est cuisante et je vais aller de redoublement en redoublement. Ainsi, lorsque j'intègre laborieusement une 4e, les ex-collègues de mon âge entrent en seconde. Heureusement, je ne les côtoyais plus, étant scolarisé loin de chez moi. J'étais alors interne dans un grand lycée de l'Oise, entouré de forêts. C'était un bel endroit. Un cousin, du côté paternel, y travaillait comme professeur de sciences. C'est lui d'ailleurs, en se portant garant, qui rendit possible mon intégration dans le lycée, car les établissements scolaires ne se bousculaient pas pour m'accueillir dans leurs effectifs.
À mon non-agir scolaire se surajoutaient depuis peu des problèmes de discipline. Fugues, bagarres, graffitis iconoclastes sur les murs de la République, pyromanie, école buissonnière, et provocations diverses envers toute forme d'autorité. Graine de crapule en devenir ? 20 ans plus tôt, je me serais retrouvé en villégiature, à Belle-Île-en-Mer. En tout cas, et si j'avais su, je serais allé voir le père de Ligny dans les Cévennes. Dans ce lycée il y avait des filles, c'était troublant toutes ces filles. Ma rencontre avec la féminité inaugurera un goût nouveau pour l'absolu, que je cultiverai tout au long de ma vie. Encore un déterminisme. Et celui-là de taille. Inaugurant une quête infinie et déraisonnable, qui ne s'achèvera à regret qu'à 60 ans. Chapitre 1 Retraite et retrait. Un nombre croissant de nouveaux vieux n'acceptent plus que la vieillesse soit réduite à n'être qu'une attente passive dans l'antichambre de la mort. Chaque fois qu'ils en ont les moyens, ils ne se contentent plus de survivre, ils ont le désir de vivre davantage la joie de vivre. Les chagrins ne sont pas supprimés par enchantement, mais ils ne sont pas valorisés dans une sorte de délectation morose. Le désir de se faire plaisir n'est plus le monopole des âges antérieurs. Le refus de la souffrance dégradante, intolérable, conduit au suprême désir, celui de mourir vivant à l'âge de son choix. Avec un quidam, je tiens une conversation onirique. Alors c'est la retraite ? Je suis surtout en retrait. Tu veux dire en retraite ? Être en retrait, c'est un acte de sujet, celui de l'anachorète laïque, ça peut vouloir dire qu'on ne croit plus en la boutique du grand autre, que l'on passe à autre chose. La retraite, c'est l'objectalisation instituée, assujettie et pensionnée, dédommagement dérisoire de l'esclavage sociétal. Avec des idées aussi tordues, tu devrais te suicider. Y as-tu pensé ? Pas étonnant que tu vives seul. C'est cette constante idée du suicide qui, jusqu'à maintenant, m'a autorisé à supporter la vie et les autres, et les mecs de ton acabit, durant 65 ans. Savoir qu'il y avait, en réserve, cette solution, pouvoir en sortir un jour ou l'autre. C'est l'idée du suicide qui t'a empêché de te suicider ? Un paradoxe vivifiant et dynamisant, pas vrai ? Ce n'est pas totalement vrai. Même si je vis dans un retrait relatif et dans la solitude, habitant dans ce que j'appelle ma grotte, maison isolée, au bout d'un raide et improbable chemin, et n'ayant plus à subir la double contrainte du salariat et du couple monogame, je demeure engagé dans les affaires de la cité et les questions sociétales. J'ai gardé une activité professionnelle supportable, car autonome, elle me tient en éveil et me dynamise, je peux ainsi continuer à être enseigné de ma confrontation langagière avec les sujets de mes groupes parlants. Aide-soignante, infirmière, éducateur, psychologue, AMP, AVS, prolétaire du social et du médico-social que je rencontre en session de supervision. J'exerce aussi la psychanalyse en cabinet privé et j'anime des temps de formation, de transmission, des séminaires. De quoi s'occuper, de faire danser la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.